Mesdames et messieurs, merci de suivre le magazine Le Bloc qui est dédié aux questions d'actualité, mais également pour décortiquer toutes les inquiétudes au sein de notre société. Aujourd'hui, nous avons choisi une thématique d'actualité, l'allaitement maternel, plus fort avec le lait maternel. C'est le thème choisi cette année en République démocratique du Congo pour commémorer l'allaitement maternel. Sur ce plateau, 4 médecins experts du magazine Le Bloc, Dr Benjamin Lombo, Dr Grace Lelo et Dr Bob Matala. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Dr Grace, je commence par vous. Il y a 3 thèmes par moment qui inquiètent. Allaitement maternel, allaitement exclusif, allaitement partiel. Est-ce qu'on peut avoir quelques définitions? Oui, merci pour la parole. L'allaitement maternel, en termes simples, c'est tout simplement le fait de nourrir son nouveau-né ou son nourrisson de lait maternel. Et l'allaitement exclusif, il y a une différence seulement par rapport à la durée et par rapport au contenu. L'allaitement exclusif consiste à allaiter son nouveau-né que du lait maternel sans pour autant associer d'autres substituts du lait maternel et même pas de l'eau. L'allaitement partiel consiste à allaiter, à nourrir son nouveau-né et du lait maternel et d'autres des substituts du lait maternel autres que le lait naturel. Oui, docteur Bob, nous avons tous suivi les explications par rapport aux différents thèmes, soit différents types d'allaitement. Alors, comment peut-on nourrir l'enfant efficacement? Alors, on dit souvent qu'un allaitement est efficace. Par exemple, par rapport au sel, lorsqu'on a le premier mois, on a au moins plus de 3 sels par 24 heures. Sel, c'est-à-dire quoi? Sel, le sel. Okay. Ouais, ce sont les sels qui doivent être molles, granuleuses et jaunes. Par rapport aux urines, on a 5 à 6 couches lourdes par 24 heures. Et les solutions nutritives doivent être amples et régulières. Et par rapport au comportement de l'enfant, on a un éveil spontané lorsque l'enfant peut téter 8 à 10 fois par jour. Donc, tous ces éléments-là définissent un allaitement efficace chez un bébé. Oui, et docteur Lobo, il y a des mamans qui allaitent leurs enfants et par moments aussi, elles prennent du tabac. Est-ce que c'est compatible? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Alors, il est vrai que pendant l'allaitement, il y a des substances qui sont proscrites, entre autres le tabac, l'alcool, mais nous avons aussi les médicaments. Alors, je m'en vais de ces pas pour essayer un peu d'expliquer. Alors, avec les médicaments, qu'est-ce qui se passe? Comme la codéine, là en parlant des antalgiques, c'est-à-dire les médicaments de douleur, je vois la codéine, mais aussi l'oxycodone qui, en fait, produisent dans l'organisme de l'enfant les métabolismes de la morphine. Et donc, la morphine, de ces pas, va entraîner, en fait, une dépression au niveau du centre de la respiration, donc peut entraîner une diminution de l'oxygène, mais aussi la diminution du rythme cardiaque, qui peut être fatale pour ce nouveau-né ou le nourrisson. Je vois encore les anti-infectieux, là je vois les antibiotiques, comme les antibiotiques de la famille de sulfamidés, comme cotrimoxazole. Mais docteur, sois plus explicite. Bien évidemment. Puisque voilà, la population qui est là en train de nous suivre ne saura pas décortiquer les thèmes techniques que vous utilisez. Bien évidemment, on s'adresse à la population, mais aussi au personnel médical. Voilà. Donc ils ne connaissent pas les médicaments proscrits lors d'un allaitement. Alors, donc je disais déjà que dans la famille, par exemple, des sulfamidés, comme le médicament que je viens de citer, la DCI, la cotrimoxazole, qui lui entraîne un déficit en G6P2. Mais aussi, on voit d'autres médicaments comme les cyclines, donc la tétracycline, ou les quinolones, qui entraînent des arthropathies, donc les pathologies au niveau articulaire. Donc les maladies au niveau articulaire. Voilà, les arthropathies. Mais il y a par exemple le tabac qui contient de la nicotine, en plus du goudron et les autres. On s'intéresse plus à la nicotine. Alors, que ce soit pour les fumeurs passifs ou les fumeurs actifs,
la nicotine se retrouve bel et bien au niveau du lait maternel et en grande quantité. Mais docteur, j'ai une question, Raymond. Alors, est-ce que, puisque vous donnez des explications qui sont vraiment intéressantes, prenez-vous du temps d'échanger avec les mamans après la maternité pour les orienter? Bien évidemment, c'est ce que nous faisons. C'est même le travail d'un personnel médical. C'est la planification, mais aussi la formation. Donc nous leur informons dans la nécessité de ne pas associer, surtout pendant la période en postpartum, bien sûr, pendant l'allaitement, de ne pas associer certaines substances ou de ne pas prendre des médicaments sans l'avis du médecin. Alors, docteur Bob, parlons de l'allaitement exclusif, puisque cette année, le monde entier martèle sur l'allaitement exclusif. Alors, quels sont les avantages de l'allaitement exclusif? Alors, l'allaitement exclusif présente les avantages chez la maman et chez l'enfant. Commençons par la maman. Ouais. Chez la maman, l'allaitement exclusif permet à la maman de gagner du temps et de l'argent. Nous savons tous que l'allaitement ne coûte pas grand-chose. Et du temps parce qu'il y a des études qui ont été menées qui ont prouvé que le maman qui allaitait exclusivement leur bébé au sein dormait 1h30 de plus que celle qui allaitait leur bébé avec le lait artificiel. Deuxièmement, l'allaitement favorise les liens entre l'enfant et la maman, ainsi qu'un attachement mutuel. Donc, c'est très important. Alors, l'allaitement chez la maman aussi agit sur le plan hormonal et abaisse le stress au niveau de la maman. Toujours cet allaitement-là permet à réduire les risques hémorragiques après l'accouchement. Parce que lors d'une tétée, lorsque le bébé tète, il y a la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine qui va agir au niveau de l'utérus et provoquer des contractions. Ces contractions-là vont comprimer des vaisseaux qui étaient béants, ainsi il va diminuer les risques hémorragiques. Et en même temps, ces contractions-là vont permettre le retour de l'utérus à l'endroit initial avant la grossesse. L'allaitement permet à la maman de regagner son poids d'avant la grossesse. C'est-à-dire que l'allaitement permet une perte considérable de poids. L'allaitement diminue l'apport en insuline chez la femme. Donc, il permet aussi d'une part de prévenir le diabète. Alors, l'allaitement permet aussi de prévenir le développement des cancers de l'ovaire, des cancers de l'utérus et les cancers du sein chez la maman. Et l'allaitement permet aussi de prévenir le cancer de l'endomètre, surtout en période préménopausique, et même combat l'ostéoporose. Et c'est aussi une méthode contraceptive. Docteur, franchement, vous êtes un peu trop technique. La population qui est là en train de nous suivre aura du mal pour cerner les termes trop techniques que vous utilisez. Mais j'aurais bien voulu que pendant ces numéros, que nous soyons un peu plus simplistes dans les explications, et puis ça permet à la population d'appréhender ou soit de saisir les avantages, mais également les conséquences qui peuvent découler lorsque la maman n'est pas à mesure d'allaiter convenablement son enfant. Donc je vais faire un effort pour écouter les termes. D'accord, docteur. Il y a aussi des avantages par rapport à l'enfant. Oui. Là, j'ai parlé de la maman. Mais l'enfant en question, en fait, le problème, c'est plus l'enfant. Okay. C'est plus avantageux pour l'enfant. Alors, rapidement, l'allaitement pour l'enfant, il protège l'enfant contre les infections, notamment les infections respiratoires, les infections gastro-intestinales, les infections de la sphère oreille comme les otites. Donc, c'est très important parce que la diarrhée et les infections respiratoires constituent les deux principales causes de mortalité infantile. Donc, chaque année, il y a plus d'1 million d'enfants qui meurent à cause de ces deux maladies, dû au fait que ces enfants n'ont pas bénéficié de l'allaitement exclusif. Chez l'enfant, il stimule aussi l'immunité de l'enfant. Nous savons tous que l'immunité est très importante. L'allaitement diminue le risque de mort subite des nourrissons. L'allaitement prévient aussi contre l'obésité et contre certains cancers infantiles comme les leucémies, comme les lymphosarcomes. L'allaitement intervient dans le développement cognitif et favorise le développement du cerveau et du système nerveux. Et je termine en disant que chez les prématurés, par exemple, l'allaitement est très important car il favorise l'alimentation
La tolérance de l'alimentation par la sonde et les fonctions digestives, bien évidemment, protège contre certaines maladies infectieuses et permet d'éviter les allergies alimentaires. Merci, docteur. Alors, est-ce que, à première vue, selon le constat ou soit l'analyse, est-ce que les mamans nourrissent convenablement le nourrisson? Docteur Grasse. Oui, déjà, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce que a dit le docteur Matala par rapport aux avantages de l'allaitement exclusif pour l'enfant. Il faut savoir que lorsqu'on associe l'allaitement exclusif à d'autres produits, à d'autres substituts du lait maternel ou à de l'eau ou quoi, cela va entraîner une diminution du nombre de tétées que la mère va donner à l'enfant. Et cela a comme conséquence également une diminution de la production de lait. Et, docteur, permettez-moi, par jour, l'enfant peut bénéficier de combien de tétées? Bon, ce qui est recommandé actuellement, c'est de mettre l'enfant au sein à chaque fois qu'il en a besoin. Okay. À chaque fois qu'il en a besoin, mais en moyenne, on peut donner entre 8 à 12. Est-ce qu'il y a possibilité de recueillir le lait maternel de la maman et puis les conserver? Oui, évidemment, il y a possibilité de recueillir le lait maternel en utilisant les tire-lait ou en pressant. Il n'y a pas d'inconvénient? Non, il n'y a pas d'inconvénient. C'est vrai que c'est très contraignant. C'est une technique très contraignante et la conservation aussi pose problème parce qu'il faut conserver dans une température... contraignant chez la maman? Pour la maman, oui. De tirer le lait à chaque fois. Mais il est possible de conserver dans un endroit propre, dans un récipient propre, en respectant les mesures d'hygiène. Et qu'est-ce qui peut être à la base de cette pratique? On suppose que l'enfant, la maman, le lait coule normalement, c'est ça, et voilà. Et tout d'un coup, la maman est obligée. Oui, il faut savoir qu'il y a des pathologies peut-être maternelles qui peuvent contre-indiquer. Telles que chez la mère, par exemple, lorsqu'elle est... elle n'est pas habilitée à allaiter, par exemple, si elle est en coma ou quoi, on peut quand même utiliser le lait maternel, l'extraire d'une autre façon pour éviter l'engorgement et tout ça. Donc, voilà. Merci, docteur Benjamin. Alors, les méthodes de contraception pendant l'allaitement, est-ce que c'est... Comment vous les trouvez? Alors, déjà, en parlant de la contraception, bon, je ne serai pas trop technique, c'est comme tu le disais tantôt. Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que la femme, cette femme-là qui allaite, elle est dans la période qu'on appelle le post-partum, c'est-à-dire c'est une période qui vient juste après la naissance, le post-partum. Et donc, au post-partum, les retours de couche, c'est-à-dire que cette femme-là ne verra ses règles que minimum c'est 45 jours. Donc, il est important pour cette femme-là de pouvoir avoir une méthode contraceptive pour lui permettre de ne pas retomber enceinte aussitôt. Parce qu'il est important d'espacer en fait, les naissances. D'où l'importance de la contraception ici. Alors, cette femme, la femme qui allaite, peut donc déjà choisir sa méthode contraceptive, soit une méthode naturelle, c'est la méthode d'allaitement maternel et amélioré qu'on appelle MAMA. C'est une méthode que l'on retrouve généralement chez les femmes qui ont donné les seins à leur enfant de manière exclusive. Et à part cette méthode, nous avons une deuxième méthode qui pourrait être une méthode locale. C'est comme le port de préservatifs ou en utilisant les spermicides. C'est-à-dire ce sont des produits qu'on utilise localement pour augmenter l'acidité vaginale et comme on dit spermicide, ça tue donc le spermatozoïde. Et à part ça, nous avons une troisième méthode qui pourrait être qu'on appelle DIU, donc c'est-à-dire les dispositifs intra-utérins. C'est-à-dire que c'est un dispositif que l'on introduit à l'intérieur de l'utérus pour empêcher au fait qu'il y ait fécondation. Et comme quatrième méthode, on peut aussi utiliser des méthodes hormonales où on pourrait donner soit des progestatifs ou des stroprogestatifs. Voilà en gros. Merci. Docteur, est-ce que le lait maternel couvre tous les besoins de l'enfant pendant les 6 premiers mois? Oui,
En principe, le maire ne devrait pas se déranger par rapport à cette question. Le lait maternel, c'est un aliment complet et il y a tout dedans pour couvrir les besoins. Et lorsque vous dites tout, c'est-à-dire il y a de l'eau? L'eau constitue d'ailleurs 90% du contenu du lait maternel. Donc les mamans, pendant les 6 premiers mois, ne doivent pas se déranger. Oh non, je vais donner le bébé, mon bébé sera déshydraté. Non, l'eau déjà c'est 90%. Dehors de ça, il y a des anticorps qui protègent l'enfant contre les infections. Il y a des vitamines, il y a des sels minéraux. En fait, il y a tout ce dont le bébé a besoin pour être en bonne santé. Donc on n'a pas besoin d'ajouter autre chose pendant les 6 premiers mois. Et docteur Grasse, pour permettre à la maman d'allaiter convenablement son enfant, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier à suivre? Oui, bon, pour une femme qui allaite, il est recommandé... Pardon? Non, c'est bon. Oui, il est recommandé d'avoir une alimentation tout simplement équilibrée et variée. Il faut s'assurer de l'apport en calcium, en protéines qui sont très importants. Il faut bien s'hydrater. Bon, le calcium, on le retrouve dans les légumes, les épinards, le soja, l'avoine. Pour les protéines, il faudrait simplement sensiblement augmenter la consommation en viande et en produits laitiers. Également, il faut bien s'hydrater. Il faut bien s'hydrater pour s'assurer d'abord de la bonne santé de la maman. Et puis, il faudrait éviter tout ce qui est alcool, café ou même les boissons, comment on appelle ça? Oui, énergisantes plutôt ou excitantes, parce que ce sont toutes ces boissons qui contiennent de la caféine. Parce qu'il a été prouvé que ça pouvait interférer ça pourrait perturber en fait le sommeil du nouveau-né ou du nourrisson. Ok. Et docteur Benjamin, il y a aussi des pathologies qui peuvent perturber l'allaitement exclusif du nourrisson? Oui, bien évidemment. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a des contre-indications, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui en soi sont une contre-indication à l'allaitement. Alors, parmi ces pathologies, je vois les maladies infectieuses. Là, je vois particulièrement le VIH. Déjà, les femmes séropositives sont en fait proscrits d'une certaine manière à allaiter leur enfant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la science, ces femmes-là peuvent allaiter, mais seulement il faudra être rigoureux avec le traitement antirétroviraux. Alors, à part ça, nous voyons, il y a par exemple l'herpès, nous avons aussi l'hépatite. Et à part ça, il y a aussi l'herpès varicelle. Hein. À part ça, chez l'enfant, il y a aussi certaines pathologies qui contre-indiquent l'allaitement. Entre autres, la trisomie 21, qui est en fait une malformation chromosomique. À part la trisomie, nous pouvons aussi faire face à une mycoviscidose ou carrément à toutes les pathologies, les malformations congénitales, à toutes les malformations congénitales, j'allais dire. Et docteur Grasse, il y a certaines femmes qui allaitent pendant les congés et à la reprise des activités professionnelles. Comment cette dame peut se comporter pour ne pas couper le rythme à l'enfant qui a déjà pris l'habitude de prendre les seins maternels à longueur de journée? Oui, en fait, il est possible pour les femmes qui travaillent de continuer à allaiter exclusivement leurs enfants, si seulement ils sont autorisés à leur travail justement d'avoir des pauses pour allaiter dans un endroit tranquille ou ne serait-ce que d'extraire leur lait pour le conserver. D'ailleurs, dans les recommandations de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, mondiale de la santé, il y a des recommandations comme quoi il faudrait instaurer des systèmes, des politiques pour assurer des congés maternité rémunérés des mères qui allaitent pendant 4 mois minimum et pourquoi ne pas aller jusqu'à 6 mois. Et docteur Bob, Oui. Alors parfois nous voyons des dames, juste après la maternité, il y a gonflement des seins. Alors c'est que vous avez l'habitude d'appeler les seins engorgés. Alors qu'est-ce qui serait à la base?
Alors, déjà, il faudra savoir que le sein engorgé, c'est l'accumulation du lait maternel dans la glande mammaire. Qu'est-ce qui serait à la base? Déjà, premièrement, il y a le retard dans la mise en route de l'allaitement. Parce que normalement, l'enfant, dès qu'il naît, quelques temps après, il doit être mis sur l'allaitement. Deuxièmement, on a le nombre insuffisant de tétés. Et troisièmement, on peut dire la limitation plutôt de la durée des tétés. Et une mauvaise prise du sang par les bébés peut favoriser l'accumulation de ces laits maternels dans le sang, ce qui va entraîner un sein engorgé. Et docteur Benjamin, est-ce que le lait maternel... Je pourrais rebondir comment prévenir, parce que la dame peut avoir un sein engorgé, mais comment elle doit faire pour essayer de prévenir? Alors, la prévention, c'est simple, c'est par rapport aux causes. Déjà, il faudra encourager l'allaitement sans restriction. Déjà, premièrement, il faudra encourager l'allaitement sans restriction. Mais lorsqu'on se retrouve dans cet état-là d'un sein engorgé, la solution, c'est permettre l'écoulement de ces laits. Alors, cet écoulement-là peut se faire par différentes manières, notamment, on a parlé ici du recueillement de lait manuellement. Manuellement, on peut faire le lait manuellement, on peut utiliser le tire-lait. Soit la dame peut prendre une douche ou un bain chaud qui va permettre au sein de devenir un peu souple et le bébé peut téter correctement. Et il faudra toujours rassurer la maman en lui disant que c'est juste passager et que il pourra bien évidemment allaiter correctement son bébé. Docteur Benjamin, est-ce que le lait maternel peut empêcher la diarrhée au nourrisson? Empêcher? Oui. Oui, je pense oui, parce que en fait, il n'y a aucune raison que le lait maternel puisse entraîner une diarrhée chez le nouveau-né ou chez le nourrisson. D'accord. Donc, il n'y a pas de conséquences néfastes avec le lait maternel. Au contraire, c'est beaucoup plus les substituts à base de lait de vache ou quoi qui peuvent exposer le nouveau-né au risque de diarrhée. Soit, c'est-à-dire les risques peuvent venir avec les substituts lors peut-être de la préparation. Justement. Le mélange, ou soit et certaines mamans qui ont l'impression, lorsqu'il fait tellement chaud, que l'enfant a besoin d'eau et qu'il faille donner de l'eau à l'enfant dans les 6 premiers mois. Je dirais donc à cette dame-là ou à cette maman-là, cette maman congolaise, de ne pas donner de l'eau à cet enfant-là, de lui donner exclusivement du lait maternel, son sein. Est-ce que, docteur Bob, est-ce que pendant les 6 premiers mois de l'allaitement maternel, on peut associer un autre aliment pour donner au bébé? Non. Comme je l'avais dit tantôt, le lait maternel est un aliment complet, le plus complet. En fait, Dieu, dans sa grandeur, a mis tout ce qu'il y avait pour ces bébés-là. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le lait contient 90% de l'eau. Donc, même s'il fait chaud, le fait de donner le lait couvre tous les besoins. Il y a des anticorps pour protéger contre les maladies, il y a des sels minéraux, il y a tout ce qui est possible pour que le bébé soit en bonne santé. Donc, je dirais au moment de ne pas se déranger, les 6 premiers mois, l'allaitement exclusif au sein permet à l'enfant d'éviter beaucoup de maladies. Vous devez donner uniquement le lait pendant les 6 premiers mois. Merci, docteur Bob. Merci, docteur Benjamin. Merci, docteur Grace Lelo, d'avoir répondu à l'invitation du magazine Le Bloc. Et nous profitons de cet espace pour également dédicacer ces magazines à Dr Wendy, qui n'est pas avec nous, mais prochainement, elle sera bien là dans ces magazines Le Bloc. Et pendant la semaine mondiale de l'allaitement maternel, nous avons vu le Pronanite conduit de main de maître par le Dr Bruno Bindama, qui est son directeur, mener des actions de briefing, mener des actions de sensibilisation, mais également de vulgarisation en rapport avec les bienfaits du lait maternel. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir dans Mine Santé Télévision avec cette grande équipe composée de Valérie, Cédric et les autres amis qui ne cessent de nous accompagner pour la réalisation de ces magazines, de sensibilisation, d'éducation et de vulgarisation. Merci.